Principales lois. On résumera les principales lois du calcul des propositions comme suit. Propriété des foncteurs. Double négation. Idempotence. Associativité. Commutativité. Distributivité. Absorption. Simplification. Semi-absorption. Contraction. Dualité. De Morgan et généralisée. Intertraductibilité des connecteurs. Loi du conditionnel. Contraposition. Modus ponens. Modus tollens. Ex falso sequitur codlibet. Verum sequitur ad codlibet. Reductio ad absurdum. Consequentia mirabilis. Loi de Peirce. Transitivité. Import-export. Donc l'addition des antécédents. Principe. Identité, non-contradiction, tiers exclu. La mise en forme normale, le nombre et la diversité des foncteurs logiques rend difficile la comparaison des propositions complexes. Pour faciliter ces comparaisons, on peut les réduire à la négation, la conjonction, la disjonction et exprimer toutes les propositions à l'aide de ces seuls foncteurs. Mise en forme normale des propositions apparemment différentes qui s'avéreront équivalentes. La mise en forme normale permet de plus une évaluation des propositions. Forme normale conjonctive, FNC. On nomme forme normale conjonctive la conjonction de disjonction ne comportant que des littéraux. On admet le cas de la forme normale conjonctive dégénérée P, puisque par idempotence sur la disjonction et par idempotence sur la conjonction, on obtient P, disjonction inclusive, produit logique, P, disjonction inclusive. À l'aide des lois d'intertraductibilité des connecteurs et de distribution, il est toujours possible de réduire une proposition A à une fonction normale conjonctive. En vertu de la définition positive du conditionnel, on peut traduire en disjonction chacune des propositions conditionnelles. Test de validité. Cette fonction normale conjonctive est remarquable. Elle exclut les cas de fausseté du biconditionnel. La proposition est vraie s'il est faux que P est vrai et Q est fausse. Pour ce faire, il suffit que chacune des propositions conjointes soit valide. Comme il s'agit de disjonction, il suffit qu'elle soit composée de littéraux complémentaires. Or, on a là l'expression du principe d'identité. Donc, une proposition valide, il suffit de la mettre sous FNC, fonction forme normale conjonctive, pour le vérifier, en vertu de la définition positive du conditionnel. Une FNC dégénérée puisqu'elle peut se développer et on constate bien que chaque disjonction, en fait la même, est tautologique, donc que leur conjonction l'est et que la proposition initiale est bien valide. Ainsi, à la simple inspection de la forme normale conjonctive, on voit si la proposition est une identité ou non valide. Forme normale disjonctive. FND, disjonctive, D, FND. On nomme forme normale disjonctive la disposition de conjonction ne comportant que des littéraux. On admet dans le cas de la forme normale disjonctive dégénérée P, puisque par idempotence sur la conjonction, on a la disjonction. À l'aide des lois d'intertraductibilité des connecteurs et de distribution, il est toujours possible de réduire une proposition A à une FND, forme normale disjonctive. Test d'inconsistance. Cette FND est remarquable. Cette forme disjonctive ne fait rien d'autre qu'exprimer les cas de vérité du biconditionnel. Les deux propositions simples sont toutes deux vraies et elles sont toutes deux fausses. On peut alors utiliser la mise en FND comme test d'inconsistance. Toute conjonction est antilogique si elle contient des littéraux complémentaires. Dès lors, une FND est inconsistante si chacune de ces conjonctions est contradictoire. Test de consistance avec représentation matricielle.
Dans le cas où une proposition n'est ni valide ni inconsistante, mais simplement consistante, la mise en forme normale disjonctive peut être utilisée pour l'évaluer. On obtient sa FND qui fournit ses cas de vérité. On obtient ainsi la forme normale disjonctive canonique qui comprend en chaque conjonction chacune des propositions simples, affirmées ou niées, composant la proposition initiale. Cette forme canonique fournit toutes les interprétations satisfaisant la proposition en question. Une procédure parallèle est applicable aux formes normales conjonctives. Il suffit alors, dans une matrice de Carroll, de hachurer les parties en question pour obtenir l'évaluation diagrammatique de la proposition de départ. On peut vérifier ces résultats en reprenant la table de vérité de la proposition. De façon générale, il suffit donc de nier la FNC de la proposition à évaluer pour obtenir ces cas de fausseté. Dans la matrice, on hachure les parties en question. Si la proposition initiale est valide, rien ne devra être hachuré, toutes les conjonctions étant contradictoires. Si elle est inconsistante, tout devra l'être. L'évaluation par l'absurde. Pour évaluer une proposition quelconque, la méthode des formes normales s'avère d'un maniement assez lourd. Quant à la méthode des tables de vérité, elle présente aussi le mérite d'être algorithmique. Mais l'inconvénient de s'avérer rapidement complexe dès que la proposition à évaluer dépasse le degré 3. On se souvient que le nombre de lignes d'une table est 2 puissance n, n étant le degré de combinaison des propositions simples en cause. Pour n égale 4, la table a 2 puissance 4 égale 32 lignes. C'est encore pratiquement possible, mais fort fastidieux. Quand n est égal 5, il faut 64 lignes. Dresser manuellement une telle table est exclu. Il convient donc d'envisager d'autres méthodes. La seule stratégie alternative consiste à éviter de considérer toutes les distributions possibles des valeurs de vérité. On y parvient en pratiquant la réduction à l'absurde. L'antique reductio ad absurdum procède indirectement en tentant de falsifier une proposition. Si elle ne peut l'être, elle est validée. Le raisonnement par l'absurde ou apagogique fut utilisé par Euclide et Aristote. Ainsi, soit une proposition A, on la nie, petit e, si l'on constate que cette négation conduit à une contradiction, petit 2, on peut en faisant appel au tiers exclu, petit 3, inférer que A est valide, petit 4. Un logicien intuitionniste, disciple du mathématicien Brouwer, qui n'admet pas le tiers exclu, récusera toute procédure apagogique. De ce qu'il est contradictoire qu'il n'existe pas de nombre ayant telle propriété P, on ne peut inférer que ce nombre existe et requise une construction effective qui exhibe un tel nombre. Hating dans les remarques sur le constructivisme. Structure du raisonnement par l'absurde. On cherche à falsifier la proposition à évaluer. Petit 1, comme le connecteur principal est un conditionnel. Il faut que l'antécédent soit vrai et le conséquent faux, petit 2. Pour que le conséquent soit faux, il faut que P soit vrai. On reporte alors cette valeur, petit 3, dès lors, la première occurrence est fausse. Mais alors le premier conditionnel n'est plus vrai comme imposé initialement, mais faux. D'où une contradiction, la proposition ne pouvant être falsifiée est valide. Une telle méthode évite d'examiner toutes les interprétations possibles de la proposition, mais elle présente d'autres inconvénients. D'abord, elle peut rapidement se compliquer. Des alternatives sont toujours possibles et multipliables en cascade. De plus et surtout, la décision est en tout ou rien, valide ou non, et ne saurait fournir les cas de vérité de la proposition lorsqu'elle n'est que réalisable. La méthode des arbres, qui procède elle aussi par l'absurde, évite ces difficultés. L'évaluation par les arbres. La méthode des arbres combine les procédures de mise en forme normale et la stratégie de réduction à l'absurde. On a vu que l'évaluation par une FND disjonctive consiste à réduire la proposition à évaluer à une suite de disjonctions, de conjonctions, et à se demander si chacune de ces conjonctions est contradictoire. Si elles le sont, cela témoigne du fait que la proposition de départ ne peut en aucun cas être vraie. La méthode des arbres conserve le même esprit et s'appuie sur les mêmes lois de transformation, mais elle présente le mérite de se déployer graphiquement en traduisant assez naturellement, d'où la métaphore de l'arbre, les disjonctions par des embranchements et les conjonctions par des segments de branches. Principe.
La méthode des arbres consiste à raisonner par l'absurde. On suppose fausse la proposition à évaluer et on la transforme en une structure arborescente. Si chaque branche de l'arbre que l'on obtient est contradictoire, la proposition de départ ne pouvant être falsifiée est valide. Règles. 3 règles sont nécessaires. 1. Évaluation. Évaluer une branche consiste à chercher si elle conduit à une contradiction. Si on y trouve des littéraux complémentaires, on ferme alors d'une croix cette branche. 2. Traitement. Chaque formule est traitée par application des opérations que sa structure formelle requiert. 3. Distribution. Toute formule traitée doit être écrite au bas de toutes les branches restant ouvertes. Opération. Chaque opération est une transposition graphique du fonctionnement d'un foncteur. Règle heuristique. Pour simplifier la structure de l'arbre, il est recommandé de toujours commencer par développer le tronc de l'arbre et en utilisant les règles qui ne produisent pas d'embranchement. Si l'on se contente de ces 2 seules opérations, l'arbre est diadique, il n'admet que des embranchements doubles. Il est aisé d'obtenir un arbre triadique en introduisant des opérations valant pour des conjonctions, disjonctions et biconventionnelles de degré 3, du genre P, Q, R. Procédure. 1. On nie la proposition à évaluer. 2. On traite chaque formule ou sous-formule et on la distribue. 3. On évalue chaque branche. 4. Si toutes les branches sont fermées, marquées d'une croix, c'est qu'on rencontre une contradiction pour chaque tentative de falsifier la proposition de départ et qu'elle est valide. 5. S'il reste des branches ouvertes après tout traitement possible, c'est que la formule de départ est falsifiable et n'est donc pas valide. Méthode des arbres en calcul des propositions. L'arbre est achevé, toutes les opérations possibles ont été effectuées. Il ne se ferme pas, ces 2 branches restant ouvertes. Ainsi, la formule falsifiable n'est pas valide. On peut d'ailleurs préciser en quel cas elle est fausse. C'est le contre-exemple recherché. Bien que présentée de façon purement syntaxique, la méthode des arbres reçoit une interprétation sémantique immédiate, en affectant de la valeur vraie les propositions simples et de la valeur faux leur négation. La méthode des arbres est issue des tableaux sémantiques, Betz, donc conséquences sémantiques et dérivabilité formelle. Dans cet article, Betz établissait la complétude du calcul logique de premier ordre en montrant que la même méthode produisait aussi bien des arbres sémantiques que des déductions syntaxiques. Jeffrey a présenté la logique et la métalogique des calculs des propositions et des prédicats en recourant exclusivement à la méthode des arbres dans Formal Logic. On peut donc parler aussi d'arbres de vérité, ce que confirment aisément les tables de vérité qui, à la différence des méthodes des arbres, restent assez aisément applicables à des propositions de degré de combinaison élevé. Une branche demeure ouverte, la proposition A n'est donc pas valide. On peut en effet la falsifier et la position vraie devient fausse. La valeur P, Q, R vraie et S étant fausse, la branche ouverte fournit un contre-exemple à la validité de la proposition. La méthode de résolution. Bien que largement plus simple que celle des tables, la méthode d'évaluation par les arbres reste un peu compliquée. De plus et surtout, elle ne permet pas de trouver des conclusions à partir de prémices données et ne peut être utilisée que pour évaluer un raisonnement dont on connaît ou suppose les conclusions. Pour pallier ces 2 inconvénients, on recourt à la méthode de résolution, procédure algorithmique particulièrement facile d'emploi et qui permet de découvrir toute conclusion possible à partir d'un stock éventuellement élevé de prémices. Convention de vocabulaire, on appelle clause toute disjonction composée de littéraux. Toute proposition simple P peut être considérée comme une clause parce que P équivaut à V par idempotence. On appelle clause parente 2 clauses qui comprennent au moins 2 littéraux complémentaires. Par application de la méthode de résolution, elles engendrent une clause résolvante. Règle de la méthode de résolution, MR. Il faut utiliser les lois logiques habituelles pour transformer la conjonction des prémices du raisonnement en une conjonction de clauses, ce qui revient à réduire les prémices à une conjonction de disjonction, c'est-à-dire une forme normale conjonctive.
Ainsi transforme-t-on chaque prémisse en une clause et l'ensemble en une conjonction de clauses. 2. Supprimer les conjonctions liant les clauses en les remplaçant par des virgules. 3. Appliquer autant de fois qu'il est possible le principe de résolution, PR, principe de résolution. Cette résolution simple suffit à supprimer les littéraux complémentaires des deux clauses parentes. 4. Les conclusions du raisonnement apparaissent lorsqu'on obtient comme proposition résolvante des littéraux. On convient d'encadrer ces conclusions. Leur nombre maximum est égal au degré de combinaison de la proposition, conjoignant les prémisses moins celui des littéraux admis comme prémisse. Justification. Le principe de résolution est à la fois simple et puissant, puisqu'il cristallise toutes les règles de réduction classiques. Ainsi, le modus ponens, la méthode de résolution, résulte directement de la nouvelle méthode proposée par Jacques Herbrandt dans sa thèse de 1930. À partir d'un seul axiome, le tiers exclu, Herbrandt édicte 4 règles. La première assure l'associativité et la commutativité de la disjonction. La deuxième, le remplacement de P par P, disjonction inclusive P, et réciproquement, la troisième s'énonce: si déductibilité P, alors P, disjonction inclusive Q. La quatrième est un principe de résolution, établissant que ce système suffit à démontrer les axiomes du calcul propositionnel, ainsi que la règle du modus ponens, dans Recherche sur la théorie de la démonstration. Usage déductif de la MR. Méthode de résolution. L'usage spécifique de la méthode de résolution est de fournir les conclusions d'un raisonnement. On transforme la proposition conditionnelle en clause et on supprime les conjonctions en appliquant 2 fois le principe de résolution. On notera qu'il ne faut pas barrer les clauses parentes dans la mesure où l'on peut toujours les réutiliser, l'ordre de leur choix étant indifférent. Commutativité de la conjonction. On peut opter pour des stratégies de résolution différentes. Il n'est pas non plus nécessaire de recourir à toutes les clauses. Le pouvoir déductif de la MR, de la méthode de résolution, est considérable. La limite au nombre de prémisses est purement pratique. Un ordinateur travaille facilement sur 500 ou 1000 prémisses. Usage évaluatif de l'AMR. On peut aussi utiliser la méthode de résolution pour évaluer une proposition. En procédant par l'absurde, comme pour un arbre, il suffit de la nier et de montrer que si le raisonnement est valide, l'application du principe de résolution conduit à une contradiction, puisqu'on obtient comme conclusion une proposition simple et sa négation. 1. On nie la formule. 2. On conjoint aux prémisses la négation du conséquent. 3. On applique la loi de De Morgan pour obtenir les clauses. 4. On applique 3 fois le PR sur ces clauses. La négation du raisonnement est contradictoire. Ayant déjà la prémisse, on obtient la conclusion. Donc le raisonnement qui exprime l'application du PR sur un cas particulier est valide. PR, principe de résolution.